Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Halakha. Tout d'abord, je voudrais, comme tous les jours et tous les cours, que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesroda Atia, Yoel Simchoni ben Sol, Dominique Mesroda bat Sultana, Yaakov ben Mesroda, Léana bat Léa, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesroda bat Bela, Myriam bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesroda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Simon ben Avigaël, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aïcha, Dan ben Hélène Chana, Hélène bat Esther Zibi, Lebet Elbez, Esther bat Rachel Goueta, Levet Zibi, Rachel bat Esther Zibi, Levet Serfati, Yael Chaya bat Fani, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Rivka bat Sarah, Shlomo ben Esther, Kamika Mouna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evin bat Rivka, Myriam bat Raya, Pinchas ben Chai, Baruch Koskas, Denis bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïsa, Shmuel Yehuda bar Yechia, Michael ben Shmuel Altit, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Chamou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Meir Chaim, Serge, Raphaël Isti, Shlomo, Serge, Moshe, Tibi, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael Bat Rivka, Esther Bat Shifra, Dov Ben Esther, Shlomo Ben Myriam, Yoel Ben Mesroda, le Dayan Yechia Teboul et Charlie Shalom Ganem. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de l'âme de Meir Chai ben Abraham à Cohen, Zora José Batester, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesrod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Pelina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliar le bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shmuel à Cohen, Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha et Shlomo ben David Aseraf. Je vous rappelle que nous avons maintenant notre ligne de lecture de Tehilim en cliquant tout simplement sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous aussi prier directement, en plus du mérite de l'étude de la Torah, d'avoir le mérite de la lecture des Tehilim pour la Refoua Shelema de tous nos malades et pour l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme de tous nos défunts. Nous sommes dans notre cours d'Halakha et nous avons entamé aujourd'hui un thème un peu technique, mais comme vous le savez, le but de notre cours d'Halakha du soir n'est pas simplement de savoir comment cachériser notre lave-vaisselle et notre marmite, mais qu'on en profite, c'est notre 3e semaine, on en profite pour avoir une véritable connaissance et pour prendre le temps d'aborder les différents sujets liés à la fête de Pessah. Et ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est le fameux sujet de Ta'arovet Chametz, c'est-à-dire un mélange qui se serait produit entre un produit Chametz et un produit Kasher les Pessah. Comment faire pour réagir dans ces cas-là? Bederech klal, machale isur, shintarevu machale eter betelim beshishim. On a une grande règle que l'on applique tout au long de l'année. La règle est la suivante, que lorsqu'il y a un produit interdit qui se mélange à un produit autorisé, alors on va, avant de tout jeter à la poubelle, on va prendre en considération les proportions de ce mélange. Et la halakha nous dit que s'il y a 60 fois plus de produits autorisés que de produits interdits, alors l'ensemble sera autorisé à la consommation. Les cas d'école sont les suivants. Vous êtes en train de préparer une grosse marmite de viande, bassari, kasher bien évidemment, parce que vous prévoyez le repas de Shabbat ou un repas de fête. Si accidentellement une goutte de lait du biberon de votre fils, une goutte de lait tombe à l'intérieur de la marmite dans laquelle il y a de la viande, beaucoup de viande qui est en train de bouillir, eh bien là, la halakha nous dit, si il y a 60 fois plus de viande que de lait, alors tout sera autorisé à la consommation. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que le goût du lait sera suffisamment dilué
dans la masse de viande présente dans la marmite, et donc du coup, on ne pourra plus ressentir le goût du lait lorsque je vais consommer un morceau de viande. Or, comme tout le sujet de l'interdit de consommation dépend du goût de l'aliment interdit en question, puisque là, il n'y aurait plus de goût parce que trop de viande par rapport à la goutte de lait, alors tout sera autorisé à la consommation. De la même façon, si dans votre marmite de viande, il y a carrément un morceau de viande non cachère qui tombe à l'intérieur de votre marmite, vous allez me poser la question, mais c'est pas possible, jamais j'aurai un morceau de viande non cachère dans ma cuisine. Oui, bien évidemment, on est ici sur des cas d'école, sur des cas de réflexion. Si jamais il y a un morceau de viande non cachère qui tombe et qui se mélange dans votre marmite de viande qui est cachère, eh bien le principe est toujours le même. Il faut mesurer et voir les proportions. S'il y a 60 fois plus de viande cachère par rapport à la viande non cachère qui est tombée maintenant à l'intérieur, alors l'ensemble sera autorisé. Parce qu'on va également considérer que le goût sera suffisamment dilué pour ne plus être remarquable, et donc on pourra le consommer ainsi. Chez Ken, Rak ad Pishishim, Hem Yecholim la tête à Ambeta Arovet, comme donc la halakha nous le dit, parce que c'est uniquement dans cette proportion de 1/60e, en tout cas tant qu'on n'est pas encore dans le 1/60e, eh bien l'aliment interdit peut donner son goût effectivement à l'ensemble de la marmite, Avalim Yesh Kenegdam Pishishim, mais s'il y a 60 fois plus, Enam Yecholim la tête à Am ou Betelim, on considère qu'il n'y a plus de transfert de goût, c'est-à-dire que le goût est suffisamment dilué pour être autorisé. Ça, c'est tout au long de l'année. Pour tous les aliments, que ce soit des morceaux de viande, que ce soit du lait dans de la viande, etc. etc. Mais à Torah, qu'en est-il du chametz? Donc la question est, si jamais il y a un peu de chametz qui tombe dans ma marmite qui est cachère les Pessah, dans laquelle je suis en train de préparer le repas de Pessah. Comment est-ce que je dois me comporter? Alors la halakha nous dit, mais à Torah, gama machale chametz betelim beshishim. D'après le texte de la Torah, d'après les mitzvot de la Torah, eh bien c'est exactement la même halakha pour le chametz que pour une goutte de lait dans une marmite de viande. C'est-à-dire que d'après la Torah, s'il y a 60 fois plus d'aliments cachers les Pessah que de miettes de chametz qui est tombé à l'intérieur, alors c'est autorisé. C'est exactement la même règle. 1/60e, 1/60e, d'après la Torah. Et là, chez Chachamim echmeru. Mais ce sont les Chachamim qui ont mis une barrière supplémentaire et qui ont mis une rigueur supplémentaire et particulière sur le chametz. Vekavu chez chametz, oser ta'aroto bekol shehu. Et ils ont instauré que le chametz interdit son mélange, quelle que soit la proportion. C'est-à-dire que même si c'est une miette de chametz, un grain de blé qui tombe à l'intérieur d'une marmite entière dans laquelle il y a des kilos de viande qui sont en train de cuire, eh bien nos chachamim nous disent que quelle que soit la proportion, l'ensemble sera interdit à la consommation. Même s'il y a 1000 fois plus ou 10 000 fois plus d'aliments cachers les Pessah que d'aliments chametz, eh bien l'ensemble sera interdit. Donc que les choses soient bien claires dans votre esprit. D'après la Torah, c'est toujours 1/60e qui est la valeur nécessaire pour que ça soit autorisé à la consommation, mais les chachamim, et bien évidemment nous suivons les opinions des chachamim et nous vivons sur la parole de nos chachamim, eh bien c'est les chachamim qui nous disent que quelle que soit la proportion, cela sera interdit à la consommation. Ve'ataram. Alors bien évidemment, nous pouvons nous poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que les chachamim ont été tellement rigoureux sur le chametz? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette barrière supplémentaire? On l'a déjà expliqué, les chachamim ne sont pas là simplement pour nous embêter et pour rendre les choses plus complexes qu'elles ne le sont véritablement. Pourquoi est-ce que si d'après la Torah, le principe de 1/60e suffit, pourquoi est-ce que les chachamim ont été plus rigoureux en nous disant que quoi qu'il arrive, un mélange de chametz va interdire l'ensemble de la marmite? Eh bien on nous dit... Ataam germu chachamim basé.
la raison pour laquelle les Chachamim ont été plus rigoureux sur le Chametz. Les Chachamim ont fait le raisonnement suivant. Les Chachamim se disent, c'est la Torah elle-même qui est plus rigoureuse sur les autres sujets, qui est plus rigoureuse sur le Chametz que sur les autres interdits. Par exemple, Bederer klal haochel davar she'asur me'atorah onsho malkut, velu haochel chametz mitrayev bekaret. Normalement, lorsque je consomme un aliment interdit par la Torah, quelle est la conséquence, la punition de la Torah lorsque je transgresse et que je mange un aliment interdit? Eh bien, pour tous les aliments, c'est malkout, c'est d'avoir des coups. J'ai des coups parce que je suis en train de transgresser une mitzvah de la Torah. Je mange un morceau de porc, j'ai des coups. Je mange un aliment qui n'est pas cachère, j'ai des coups. Mais qui m'a dit que lorsque je mange du chametz, ce n'est pas simplement des coups que je dois recevoir, mais que je suis sous la peine de karet, le retranchement de l'âme, qui est la peine la plus grave de toute la Torah. C'est la Torah elle-même qui me dit cela. Donc les Chachamim se disent, puisque la Torah est tellement sévère à l'égard du chametz, bien plus qu'à l'égard d'un simple interdit alimentaire comme la consommation du porc par exemple, eh bien les Chachamim se disent, puisque la Torah est tellement sévère sur la consommation du chametz, alors c'est un signe que la Torah nous envoie à nous, Chachamim, pour nous dire que nous devons être particulièrement rigoureux à l'égard du chametz. Donc, c'est pour cette raison, se disent les Chachamim, que le mélange du chametz sera interdit quoi qu'il arrive. Parce qu'on suit l'exemple donné par la Torah. La Torah a été sévère à propos du chametz, sur sa consommation, alors nous allons effectivement être sévères sur les règles du mélange entre le chametz et un aliment kasher les pessar. Deuxième raison, kol she'ar ha'machaim asurim mutar le'ashot babayit. Deuxième raison qui me montre que la Torah est particulièrement sévère sur le chametz, c'est que tous les autres interdits, il n'existe pas d'interdiction de les garder à la maison. Par exemple, j'ai 1 kilo de porc à la maison, j'ai rien transgressé. J'ai un aliment qui n'est pas cachère à la maison, j'ai rien transgressé, d'après la Torah. C'est pas très prudent, c'est tout ce que l'on veut, mais je n'ai rien transgressé. Alors que, si j'ai du chametz à la maison pendant Pessah, le simple fait de posséder du chametz, c'est interdit d'après la Torah. Donc les Chachamim nous disent, eh bien tu vois bien que la Torah est beaucoup plus sévère sur le chametz que sur les autres interdits. Donc nous, Chachamim, il est normal que nous soyons plus sévères sur le mélange du chametz avec un aliment kasher les pessar que sur le mélange d'un autre aliment avec un aliment non kasher avec un aliment qui est kasher. Donc on ne fait, les Chachamim nous disent, on ne fait que suivre l'orientation que nous donne la Torah. La Torah est sévère sur le chametz, alors nous sommes également sévères sur le chametz. Troisième raison, kol she'ar isurei ha'achila asurim kol hashana ve'adam ragil yifrosh mehem aval chametz kevan sheregilim le'ochlo bechol hashana yesh chashash shema yishkach isuro bepesar. Il y a une autre grande différence, c'est que les interdits autres, les interdits alimentaires que nous avons tout au long de l'année, nous grandissons avec ces interdits alimentaires. Nous avons l'habitude de ne pas consommer ces aliments. Un morceau de porc, personne ne mange un morceau de porc. Les fruits de mer, personne ne mange les fruits de mer. Donc la Torah, à partir du moment où elle me dit que ces aliments sont interdits, alors ils sont interdits. J'ai grandi avec cette habitude-là. Mais le chametz, à la différence d'un morceau de porc ou d'un fruit de mer, le chametz, c'est un aliment que je consomme tous les autres jours de l'année. Le chametz n'est pas interdit à la consommation tous les autres jours de l'année. Il n'est interdit que à Pessah. Et donc, nous disent nos chachamim, je dois être particulièrement rigoureux pour mettre énormément de barrières autour du chametz, autour de la consommation du chametz, pour ne pas en arriver à manger du chametz pendant Pessah, parce que justement c'est un aliment que j'ai le droit de consommer le reste de l'année, et donc je serai tenté de le consommer aussi pendant Pessah, parce que je vais oublier que c'est Pessah, je vais oublier que cet aliment est interdit, parce que le reste du temps je mange cet aliment. Et donc nos chachamim nous disent, il y a 3 raisons qui me montre à quel point la Torah est rigoureuse par rapport au chametz.
La première raison, comme nous l'avons dit, c'est parce que c'est une punition particulière. C'est chayav karet, alors que d'habitude, c'est simplement avoir des coups. La deuxième chose, c'est que la Torah m'interdit de posséder du chametz pendant Pessah, alors que pour les autres interdits, il n'y a aucune interdiction de le posséder. Et puis bien évidemment, parce que le chametz, je dois m'en séparer avec beaucoup plus de vigueur pendant la semaine de Pessah, parce que le reste de l'année, c'est autorisé à la consommation. Et donc nos chachamim nous disent, puisque la Torah est tellement sévère avec le chametz, eh bien, nous aussi, nous allons être plus sévères avec le chametz qu'avec les autres aliments. Et donc, c'est pour cette raison que si jamais du lait se mélange à de la viande, eh bien, s'il y a 60 fois plus de lait, on est relativement de viande par rapport au lait, alors on est relativement sympathique, on est relativement cool, et on va permettre la consommation de l'ensemble de la marmite. Mais, à la différence pour le chametz, eh bien, on va être très sévère avec le chametz. Dès qu'il y a une miette de chametz qui se mélange, eh bien, tout sera interdit parce que nous suivons la rigueur proposée par la Torah à propos du chametz. Dinze, she'af kol she'u chametz oser ha'ta'arovet, chal misha shenichnas ha'pesach. À partir de quand, à partir de quel moment cet interdit, cette rigueur se met en place? C'est-à-dire que dès qu'il y a une miette de pain qui se mélange dans une marmite de kasher les Pessar, tout sera interdit. Cet interdit se met en place à partir de l'heure du début de la fête de Pessar. Aval lifne à Pessar, din chametz kishar isurim shebetelim beshishim. Et là, effectivement, c'est le grand scoop du sujet, c'est que avant l'heure de Pessar, si jamais il y a du chametz qui se mélange à un produit qui est kasher les Pessar, la règle du 1/60 s'applique comme pour tous les autres interdits. Ve'av shizman isur achilat chametz u'mitzvat ha'ashbata matril michatzot yom yud dalet dinze shachametz no batel matril mirnisat chag Pessar. Même si l'interdit de consommation du chametz commence déjà avant Pessar, l'interdit de consommation du chametz, c'est déjà depuis l'après-midi, depuis Chatzot, depuis le milieu de la journée avant Pessah. Je n'aurai pas le droit de manger du chametz. Même si l'interdit de consommation du chametz commence avant le début de Pessah, eh bien, la rigueur sur le mélange d'une miette de chametz qui va rendre inconsommable une marmite entière ne commence qu'à partir de l'heure de Pessah et non pas avant Pessah. Et là, effectivement, il faut que on fasse un résumé de ce que nous venons de dire sur cette phrase-là. Imaginez, vous êtes en train de préparer votre repas du soir du Seder. Comme la plupart de nos familles, nous allons commencer à préparer ce repas la veille de Pessah, ou bien le matin avant Pessah. Vous êtes en train de cuisiner, il y a encore du chametz chez vous à la maison, puisque vous avez le droit d'en posséder à ce moment-là. Et, de manière totalement accidentelle, il y a un morceau, un demi-morceau, une miette de chametz qui tombe dans votre marmite de Pessah. Comment va-t-on réagir? On pourrait se dire, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que je connais la halacha, et c'est ce qu'on retient généralement, qu'une miette de chametz qui se mélange dans une marmite de produits kasher les Pessar, même s'il y a 60 fois plus, même s'il y a 1000 fois plus de produits kasher les Pessar que la miette de chametz qui est tombée à l'intérieur, on connaît la halacha, que normalement tout devient interdit. Eh bien non, tout dépend à quel moment se fait ce mélange. Le principe qui nous dit qu'une miette de chametz va rendre interdit à la consommation toute une marmite immense de produits kasher les Pessar, ce principe-là s'applique uniquement pendant la fête de Pessah. Mais avant le début de la fête de Pessah, nous sommes sur un principe d'annulation dans 60 fois sa quantité. C'est-à-dire que s'il y a 60 fois plus de produits kasher les Pessar que de produits chametz, eh bien, cela sera autorisé à la consommation. C'est pour ça que certains de nos chachamim nous conseillent très vivement de préparer un maximum d'aliments que je consommerai pendant Pessah avant le début de la fête de Pessah.
Qu'est-ce que je gagne à faire cela? Eh bien, je gagne tout simplement que si jamais, de manière accidentelle, il y a eu un mélange entre du chametz et ma marmite, eh bien, que l'ensemble sera autorisé à la consommation, parce que s'il y a 60 fois plus d'aliments kashers que d'aliments chametz, eh bien, ce sera autorisé à la consommation. Donc, effectivement, c'est là un sujet majeur dans les halachot de Pessah que d'avoir cela en tête. Maintenant, on va ouvrir du coup un sujet dans le sujet, et on aura besoin, bien évidemment, de développer ça et de continuer cela dans le cours de demain. Nerleku gdolé harishonim, beshal yesodit. Haim chametz sheitbatel ifne a Pesach beshishim, choser ou mitorer shenichnas a Pesach. Vekevat shebepesach aflu bealef enobatel, oser et kol ta'arovato. Il y a un sujet d'halakha qui est tout aussi énorme que celui que nous venons d'aborder. C'est ce qu'on appelle choser veneor. Est-ce que du chametz qui a été annulé dans 60 fois sa quantité avant Pessah. Nous venons d'expliquer qu'avant l'heure du début de la fête, si jamais il y a eu un mélange qui a été réalisé, accidentellement bien évidemment, eh bien on est sur un principe classique de 1/60e. La question est la suivante. Est-ce que, lorsque Pessah va commencer, est-ce que le morceau de chametz, la miette de chametz, qui s'est mélangée dans ma marmite, et qui s'est annulé parce qu'il y a eu 60 fois plus de produits cachers les Pessah que de chametz, est-ce que cette miette va se réactiver lorsque Pessah va commencer? Est-ce que le goût du chametz qui a été annulé dans 60 fois sa quantité, est-ce que ce goût de chametz va se réactiver et redonner du goût à partir de l'heure de Pessah? Et si on dit ça, si on dit qu'effectivement le goût peut se réactiver, alors, quelle que soit la proportion, je ne pourrai plus rien consommer, puisque nous avons affirmé qu'une miette de pain qui a un goût de chametz, eh bien que cette miette-là, elle gâche, elle contamine l'ensemble de la marmite, quelle qu'en soit la proportion. Ou bien, on pourrait dire, bah non, c'est pas logique. Si déjà on considère que le miette de pain a été annulé avant le début de Pessah, parce qu'il y a eu 60 fois plus de produits cachers les Pessah que la fameuse miette de chametz, si on dit que ça s'est annulé, l'annulation est définitive. C'est-à-dire que même lorsque Pessah va commencer, eh bien je ne vais pas pouvoir dire que ce chametz va se réactiver. Si on dit qu'il s'est annulé, eh bien il s'est annulé définitivement. Et quoi qu'il arrive, je pourrai consommer cet aliment, puisqu'il y a eu 60 fois plus d'aliments cachers que d'aliments chametz. Les machal, exemple concret, im nafal ifne a pesar perur shel chametz et tortafshil gadol shel basar. Donc, si jamais il y a eu une miette de pain qui s'est mélangée dans une grande marmite de viande, et que ça s'est passé avant Pessah, et qu'il est évident qu'il y a 60 fois plus de viande que de pain, alors, eh bien, d'après les deux éléments de la question, d'après la première opinion qui me dit que la miette de pain elle va se réactiver, alors effectivement je ne pourrai pas consommer mon plat de viande, alors que d'après la deuxième opinion qui me considère que non, une fois que c'est annulé, c'est définitivement annulé, alors du coup je pourrai consommer ma marmite de viande. Et donc nous sommes là en plein cœur d'un grand sujet d'halakha que nous aurons l'occasion de développer demain soir si Dieu veut. Passez une très bonne soirée et à demain.